Il n'y avait plus de larmes à verser, seulement des chiffres. J'étais assise dans le bar faiblement éclairé du Belmont Steakhouse, sirotant de l'eau gazeuse. À 30 pieds de là, dans le grand hall, mon mari et sa famille étaient publiquement humiliés parce que toutes leurs cartes de crédit venaient d'être refusées. Ils pensaient être propriétaires de la banque, mais ils avaient oublié qui déposait réellement les fonds. Laissez-moi vous expliquer comment un mariage de 15 ans s'est terminé par une seule frappe silencieuse. Avez-vous déjà réalisé que les personnes qui exigent votre loyauté sont entièrement financées par votre silence? Laissez-moi vous raconter comment j'ai cessé de payer pour ma propre trahison. 3 mois avant que les cartes de crédit ne cessent de fonctionner, l'effondrement de ma vie a commencé avec un simple morceau de papier cartonné. C'était un mardi après-midi. Je venais de rentrer chez moi après une semaine épuisante de 60 heures d'audit d'entreprise, en triant le courrier sur l'îlot de la cuisine. Caché entre les factures de services publics et les catalogues se trouvait un avis d'impôt foncier mal acheminé par la poste à notre maison de banlieue. La maison dont j'avais payé l'hypothèque pendant plus d'une décennie. Il n'était pas adressé à David, ni à moi. Il était enregistré au nom d'une entité appelée Family LLC. J'ai fixé le nom inconnu imprimé en encre noire et austère. En 15 ans de mariage, je n'en avais jamais entendu parler. Quand David a franchi la porte une heure plus tard, jetant sa veste sur une chaise avec son arrogance insouciante habituelle, je lui ai tendu la vie. Je ne l'ai pas accusé. J'ai simplement demandé des éclaircissements. Il a à peine jeté un coup d'œil au papier avant de l'écarter d'un geste de la main comme une nuisance mineure. C'est juste une petite entreprise immobilière que ma mère a montée, dit-il doucement en ouvrant le réfrigérateur. Ne ramène pas ta tête d'auditrice à la maison, Clara. C'est épuisant. Il n'a pas hésité un seul instant avant de passer à ce qui comptait vraiment pour lui. Au fait, est-ce que ta prime d'entreprise annuelle a été versée? J'ai besoin que tu la transfères sur le compte joint d'ici vendredi. J'ai ce voyage d'affaires à Chicago la semaine prochaine. Les cotisations du Country Club de Margaret sont en attente, et Chloé a besoin de sa provision mensuelle pour les opérations. Les gens se demandent souvent comment une auditrice a pu laisser ses propres finances être siphonnées. Cela se produit progressivement, déguisé en partenariat et instrumentalisé par la confiance. Pendant 15 ans, David et ma belle-mère, Margaret, n'ont pas exigé mon salaire par la force. Ils l'ont extrait avec l'illusion de construire une famille. Nous assurons un héritage, Clara, disait Margaret en souriant lors des dîners du dimanche, pendant que je signais discrètement les chèques qui maintenaient leur style de vie somptueux. J'étais conditionné à croire que financer les projets sans fin de mon mari et soutenir le style de vie de ma belle-sœur était simplement le prix à payer pour maintenir la paix. Je passais mes journées à isoler les passifs d'entreprise et à rapprocher des registres comptables complexes pour des sociétés du Fortune 500. Pourtant, j'avais délibérément refusé d'auditer les comptes de mon propre mariage. Je désirais si désespérément une famille que j'ai volontairement financé ma propre exploitation, confiante que ma loyauté était un investissement dans notre avenir commun. Mais debout dans ma cuisine, regardant mon mari revendiquer avec assurance ma prime durement gagnée pour financer un voyage auquel je n'étais pas invité, les murs du sanctuaire se sont dissous. Les chiffres n'étaient plus abstraits. J'ai regardé David. Il faisait déjà défiler son téléphone, totalement convaincu de son droit à mon travail, attendant que j'acquiesce et que j'obtempère. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas versé une larme ni haussé la voix. J'ai simplement replacé l'avis d'imposition mal acheminé sur le comptoir en marbre. Je vais m'occuper des transferts, lui ai-je dit calmement. Et pour la première fois en 15 ans, je le pensais littéralement. Quand David est parti pour son voyage d'affaires le vendredi, il a supposé que je passerais le week-end à transférer ma prime d'entreprise et à gérer le ménage. Il avait à moitié raison. J'ai géré le ménage, mais je l'ai fait en sortant tous les dossiers financiers, relevés bancaires et documents fiscaux attachés à nos noms. Le chagrin pouvait attendre. L'audit ne le pouvait pas. J'ai transformé la table de la salle à manger en quartier général. Dans mon métier, je traque les actifs cachés et je dénoue les fraudes d'entreprise. Je sais exactement comment suivre un dollar à travers un labyrinthe de sociétés écrans jusqu'à ce qu'il avoue sa véritable finalité. Maintenant, j'appliquais cette précision clinique à ma propre vie. J'ai commencé par l'avis d'imposition mal acheminé et la Family LLC. Il m'a fallu 6 heures pour percer le voile corporatif. Ce que j'ai trouvé n'était pas seulement une petite entreprise immobilière. C'était un univers parallèle. La LLC était un entonnoir. Pendant une décennie, mes dépôts de salaire élevés,
mes primes annuelles et nos investissements communs avaient été systématiquement drainés dans cette entité, autorisée par des signatures conjointes falsifiées que je n'avais jamais vues. L'argent sortait aussi vite qu'il entrait, payant pour une vie que je finançais mais ne vivais pas. Il y avait des paiements hypothécaires pour une maison de 4 chambres dans un code postal différent. Il y avait des factures de services publics, des livraisons d'épicerie et des quotes-parts de pédiatre. Il y avait un enfant de 10 ans, un fils. J'ai fixé l'écran, la lumière bleue se reflétant dans la maison sombre et silencieuse. 15 ans de mariage, et pendant 10 d'entre eux, David avait élevé une famille secrète. Mais la terreur profonde de la découverte n'était pas seulement l'infidélité d'un mari. C'était une opération familiale institutionnalisée. J'ai sorti le registre de paie de la LLC. Là, listée sous le titre de directrice des opérations, se trouvait ma belle-sœur, Chloé. Elle touchait un salaire mensuel de $6 000 pour garder le secret. Margaret était répertoriée comme l'associée gérante, validant les dépenses. Elles avaient instrumentalisé ma confiance, me transformant en la financière involontaire de mon propre remplacement. Mais les registres n'étaient pas le coup le plus dur. Enterré dans un dossier numérique de reçus scannés de la LLC se trouvait un fil de courriel synchronisé entre David et Margaret discutant de l'hypothèque de la deuxième maison. Je me suis assise dans la lueur stérile de mon moniteur et j'ai lu les mots exacts qu'ils utilisaient pour justifier mon exploitation. « Ne te sens pas coupable pour les transferts », avait écrit Margaret. Clara n'est qu'un distributeur de billets sans âme. Elle se soucie plus de ses audits que de nous de toute façon. La réponse de David se trouvait juste en dessous. Je sais. Elle m'offre la famille chaleureuse que je mérite vraiment. Ils n'avaient pas seulement volé mes revenus. Ils avaient réécrit mon humanité pour excuser leur vol. La panique aurait été la réponse naturelle. J'aurais dû faire une valise, conduire jusqu'à la maison de Margaret et exiger des réponses. Au lieu de cela, j'ai absorbé la cruauté absolue de leurs mots et j'ai simplement continué à faire défiler les passifs. C'est à ce moment-là que le véritable danger s'est installé. Froid et absolu. La LLC ne drainait pas seulement mon argent. Elle était fortement endettée. David et Margaret avaient contracté d'énormes prêts commerciaux en se basant sur mes futurs revenus projetés. Ils avaient créé un château de dettes frauduleuses, et mon nom était légalement emmêlé dans les fondations. Si je les confrontais maintenant sous le coup de l'émotion, si je jetais des assiettes ou exigeais un divorce houleux, ils paniqueraient. Ils utiliseraient leurs avocats de famille véreux pour lier entièrement cette dette massive à mon nom avant que je puisse démêler la paperasse. Je ferais face à une ruine financière totale. Pire, être lié à une société écran frauduleuse déclencherait une enquête éthique immédiate de mon conseil d'administration. Cela détruirait mes qualifications et mettrait fin à mon existence professionnelle du jour au lendemain. Je ne pouvais pas me permettre le luxe d'une dépression. Un seul faux pas émotionnel me coûterait tout mon avenir. Le piège se refermait, mais ils ne réalisaient pas que l'auditrice de leur illusion était enfin réveillée. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une profonde inspiration et ouvert un nouvel onglet de navigateur. L'enquête était terminée. Il était temps de construire un pare-feu. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai construit une forteresse financière, brique par brique numérique. Pendant 15 ans, mon salaire d'entreprise avait afflué de manière transparente dans un écosystème bancaire commun que j'avais confié à la gestion de David. Il a fallu exactement un formulaire soumis silencieusement à mon service des ressources humaines pour sectionner cette artère. J'ai ouvert 3 nouveaux comptes isolés dans une institution financière complètement différente, que la famille de David n'avait jamais utilisée. J'ai réacheminé mes dépôts directs, mes dividendes d'actions et l'intégralité de ma prime annuelle dans ces coffres-forts sécurisés. J'ai laissé juste assez de liquidité dans notre ancien compte joint pour couvrir exactement 2 semaines de factures d'épicerie et de services publics standards. Rien de plus. Les gens gardent méticuleusement leurs secrets. Ils oublient de garder leur ligne d'approvisionnement. David et Margaret avaient passé une décennie à me cacher tout un univers parallèle. Mais toute leur opération était fondamentalement insolvable sans mon travail quotidien pour la financer. En tant qu'auditrice, je sais que la fraude ne peut pas survivre dans le vide. Elle nécessite un afflux constant de nouveaux capitaux pour maintenir l'illusion. En affamant la Family LLC de mes dépôts, j'amorçais une démolition contrôlée de leur vie de l'ombre. Je n'avais pas besoin de les confronter ou d'exiger une confession en larmes. J'avais juste besoin de cesser d'être le corps hôte. Le véritable test de ma retenue est venu ce week-end-là. Chaque dimanche,
nous étions censés assister à un dîner de famille formel dans le domaine tentaculaire de Margaret. En entrant dans sa salle à manger formelle, l'odeur d'agneau rôti et de vin cher remplissant l'air, j'ai senti un détachement clinique remplacer la terreur étouffante de ma découverte. David était assis en bout de table, faisant tourner un verre de cabernet, tenant la cour à propos d'une nouvelle entreprise immobilière commerciale qu'il était censé évaluer. À côté de lui était assise ma belle-sœur, Chloé, portant un pull en cachemire que mes salaires volés avaient sans aucun doute acheté. Elle se plaignait du stress administratif de son rôle opérationnel, un rôle qui consistait entièrement à blanchir mon argent pour payer l'enfant secret de son frère. Tu as l'air épuisée, Clara, a noté Margaret de l'autre bout de la table, son ton dégoulinant de cette condescendance familière et à peine voilée. Tu ne devrais vraiment pas laisser le cabinet t'exploiter jusqu'à l'os. Ça vieillit terriblement une femme. Cette fois, mes mains n'ont pas tremblé. J'ai simplement tamponné ma bouche avec une serviette en lin et lui ai offert un sourire placide et consentant. Vous avez absolument raison, Margaret, ai-je dit doucement. J'ai décidé de restructurer ma charge de travail. Les choses vont être très différentes à l'avenir. David n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Chloé a pris une autre gorgée de son vin. Ils étaient tellement aveuglés par leur propre sentiment de droit, si convaincus de ma conformité perpétuelle qu'ils ne pouvaient pas voir le sol se dérober sous leurs pieds. Je suis resté assise jusqu'au dessert, parfaitement calme, calculant discrètement la date exacte à laquelle leur LLC frauduleuse tenterait son prochain prélèvement automatique massif. Je n'ai pas crié. J'ai juste attendu que les mathématiques les rattrapent. Il a fallu exactement 11 jours pour que leur écosystème s'effondre. Le premier du mois est arrivé, apportant avec lui une cascade de tentatives de retraits automatiques massifs de la Family LLC. Chacune d'entre elles a frappé le sol aride de notre ancien compte joint et a été rejetée. J'ai su le moment exact où ils ont réalisé que le puits était à sec. C'était un jeudi soir. J'ai franchi la porte d'entrée de la maison que j'ai financée. J'ai immédiatement senti un changement dans la pression atmosphérique. Le grand foyer était d'un silence de mort. Il m'attendait dans le salon formel. Margaret était assise au centre du canapé en velours, sa posture rigide d'indignation froide. David arpentait le tapis perçant, son arrogance habituelle remplacée par une énergie frénétique et désordonnée. Chloé planait nerveusement près de la cheminée, mais c'est la quatrième personne dans la pièce qui signalait la véritable escalade. Un homme dans un costume bon marché et mal ajusté, serrant une mallette en cuir. Un avocat. Où est l'argent, Clara? David ne s'est pas soucié des salutations. Sa voix était un mélange volatile de panique et de son droit habituel. L'hypothèque sur la propriété d'investissement a été rejetée. La paie de Chloé a été rejetée. Tu as manqué le transfert. J'ai soigneusement posé mon sac sur la table console. J'ai restructuré mes comptes, ai-je dit simplement. L'avocat s'est avancé, laissant tomber une épaisse pile de documents juridiques sur la table basse en verre. Il ne s'est pas présenté. Il s'est juste lancé directement dans sa tactique d'intimidation répétée. Madame, ce que vous faites constitue un transfert frauduleux et une dissipation des biens matrimoniaux. Margaret se pencha en avant, ses yeux se plissant. Tu as toujours été égoïste, Clara, mais là, c'est un nouveau sommet. Tu vas signer ces papiers attribuant le contrôle total de tes revenus d'entreprise à la LLC. Nous ne permettrons pas que tes petites crises financières ruinent cette famille. J'ai baissé les yeux sur les documents. Ils exigeaient une capitulation financière complète, un entonnoir permanent et irrévocable de mes revenus vers leur société écran pour financer l'enfant secret de David. Puis l'avocat a porté le coup de grâce. Si vous refusez de signer d'ici lundi matin, nous déposerons une plainte officielle auprès de votre conseil d'administration. Nous vous accuserons de cacher des biens matrimoniaux et de fautes financières. En tant qu'auditrice principale, vous savez exactement ce qu'une enquête éthique fera à vos qualifications. L'air dans la pièce est devenu soudainement rare. C'était le fond du gouffre. Le piège qu'ils avaient construit se refermait à une vitesse terrifiante, et la menace était entièrement réelle. Une plainte éthique formelle, quelle que soit sa validité finale, déclencherait une suspension immédiate de ma licence en attendant l'enquête. Sans mes qualifications, ma carrière se volatiliserait instantanément. Je serais légalement ancré à la dette frauduleuse massive de la Family LLC, dépouillé du seul outil que j'avais pour la démêler et plongé dans une ruine financière totale. Ils étaient tout à fait prêts à détruire toute mon existence professionnelle juste pour maintenir l'illusion de la leur. David cessa de faire les 100 pas et croisa les bras,
me fixant. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à des excuses frénétiques et suppliantes ou à une crise d'hystérie. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. La panique était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Au lieu de cela, j'ai ramassé la pile de papier, m'assurant que mes mains étaient parfaitement stables. J'ai besoin du week-end pour examiner les petits caractères, ai-je dit en regardant les documents juridiques. J'ai gardé ma voix délibérément creuse, les laissant entendre la défaite qu'ils voulaient si désespérément entendre. Ce sont des instruments financiers complexes. Je vous donnerai ma réponse finale lundi matin. David a ricané, échangeant un regard victorieux et complice avec sa mère. Ne réfléchis pas trop, Clara. Ce sont juste des affaires de famille. L'avocat véreux a rangé sa mallette, entièrement satisfait de ses propres tactiques d'intimidation. Margaret s'est levée et a lissé sa jupe coûteuse, sa posture rayonnant d'une supériorité triomphante. Nous allons chez Belmont pour dîner afin de célébrer la remise sur les rails de cette famille, a-t-elle annoncé, nommant le steakhouse le plus cher de la ville. Tu devrais rester ici et te reposer, Clara. Tu as l'air terriblement épuisée. Je les ai regardés partir. David, Margaret et Chloé sont sortis par la porte d'entrée, entièrement convaincus qu'ils avaient réussi à coincer une auditrice principale avec une pile de paperasse bâclée. Ils exigeaient une capitulation financière complète, je les ai simplement laissés signer pour cela. Au moment où la lourde porte en chêne s'est refermée, l'air oppressant du salon s'est dissipé. Je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai allumé mon ordinateur. La maison était absolument silencieuse, l'environnement parfait pour une reconstruction clinique. J'ai étalé les documents de l'avocat sur mon bureau. Ce qu'il pensait être une arme pour m'écraser était en réalité une confession magnifiquement rédigée. Pour prouver leur droit à mes futurs revenus d'entreprise, leur avocat avait méticuleusement documenté la propriété et la gestion exclusive de la Family LLC par David et Margaret. C'était la dernière pièce manquante du puzzle. C'était la preuve juridiquement contraignante que je n'avais jamais été une partenaire, jamais une bénéficiaire, et que j'ignorais complètement les opérations frauduleuses de la société écran. En tant que comptable judiciaire, j'ai vu des détournements de fonds d'entreprise enterrés sous des couches de fiducies offshore sophistiquées. Mon mari et ma belle famille avaient caché les leurs derrière une arrogance pure et simple. Je me suis connecté au portail sécurisé de la banque. Mes nouveaux comptes isolés étaient déjà approvisionnés et entièrement sécurisés. Mon salaire, réacheminé en toute sécurité derrière un pare-feu numérique. Il était maintenant temps de s'occuper de l'énorme passif qu'ils avaient mis en garantie sur nos biens matrimoniaux. En utilisant leurs propres exigences légales comme pièces justificatives, j'ai déposé une alerte de fraude complète et immédiate auprès de notre principale institution financière. J'ai téléchargé l'avis d'imposition mal acheminé, les registres de paie montrant le salaire volé de Chloé, et l'aveu même de l'avocat sur la structure de propriété exclusive de la LLC. J'ai officiellement initié la séparation de mon identité de leur ligne de crédit. Je n'ai pas volé leur argent. Je les ai simplement radiés comme une créance irrécouvrable. En quelques frappes précises, j'ai sectionné les dernières artères financières reliant mon nom à la Family LLC. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'audit était terminé. L'institution s'occuperait du reste. La chronologie a finalement rattrapé le présent. J'étais assise au bar faiblement éclairé du Belmont Steakhouse, caché dans l'ombre, sirotant un verre d'eau gazeuse. À 30 pieds de là, dans le grand hall, le dîner de célébration venait de se terminer. David, Margaret et Chloé se tenaient au pupitre du maître d'hôtel, ignorant complètement qu'ils mettaient le pied sur un sol qui n'existait plus. David a tendu sa carte de platine premium avec son arrogance habituelle. J'ai regardé le maître d'hôtel la passer. Un bip doux. Un discret hochement de tête. Je suis désolé, monsieur. Elle semble avoir été refusée. David a ricané, levant les yeux au ciel comme si la machine elle-même était incompétente. Il a sorti une deuxième carte, le compte d'entreprise principal de la LLC. Passé, refusé. Maintenant, son visage s'est vidé de sa couleur. Margaret s'est avancée, ses bracelets en diamant cliquetant, insistant pour qu'ils utilisent sa carte. Mais l'avalanche institutionnelle que j'avais déclenchée depuis mon bureau avait déjà frappé. Sans mon salaire d'entreprise pour compenser leurs dettes frauduleuses massives, les protocoles automatisés de la banque avaient instantanément gelé chaque actif connecté à la Family LLC. La carte de Margaret a été rejetée, puis celle de Chloé. La réalité de leur situation a commencé à s'installer.
La voix de Margaret est devenue stridente, résonnant dans le hall élégant alors qu'elle exigeait de parler à un directeur, menaçant de faire renvoyer des gens. David faisait défiler frénétiquement son application bancaire sur son téléphone, son arrogance s'évaporant en une panique pure et simple en voyant les comptes bloqués et les soldes à zéro. L'illusion financière qu'ils avaient construite avec mon travail s'effondrait en temps réel juste devant l'élite de la ville. Le plancher financier a disparu sous leurs pieds sans le moindre avertissement. Je les ai regardés se noyer dans le piège exact qu'ils avaient construit pour moi. Je ne suis pas sorti pour les confronter. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs excuses. J'ai posé un billet de $20 sur le bar, je suis sorti par la porte latérale et j'ai laissé le mariage derrière moi. 40 minutes plus tard, j'ai déverrouillé la porte d'un appartement stérile et vide que j'avais loué sous mon propre nom. Les parquets étaient nus. Les murs résonnaient d'un lourd silence. Je me suis assise seule au centre du salon non meublé. 15 ans de ma jeunesse et de mon dévouement financier avaient tout simplement disparu. Un coût irrécupérable massif, radié en un seul week-end. L'isolement était réel. Un prix élevé payé pour être sorti de l'illusion. Mais alors que j'ouvrais mon ordinateur portable une dernière fois et que je regardais les chiffres de ma feuille de calcul s'équilibrer, le chagrin a été éclipsé par une paix profonde et inébranlable. David, Margaret et Claude se noyaient dans la dette inéluctable qu'ils avaient arrogamment créée, écrasés par le pouvoir institutionnel même qu'ils avaient tenté d'utiliser contre moi. J'étais parti avec mes qualifications professionnelles en sécurité et ma dignité intacte, sans jamais avoir versé une seule larme en leur présence. La chose la plus lourde que j'ai jamais déposée était la version de moi qui finançait ma propre trahison. J'ai fermé le registre, enfin libre. Certaines dettes, on ne les recouvre pas. On ferme juste le compte et on s'en va. Si vous avez déjà dû partir discrètement pour vous sauver, partagez votre histoire dans les commentaires. Et si cela a résonné en vous, abonnez-vous pour plus d'histoires de justice silencieuse. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.